Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Bernard Debré, le conseiller stratégique de la campagne de François Fillon qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, c'est le premier zapping politique de la journée de toutes les matinales d'info. Mais tout de suite, le JT des territoires. François Fillon voit sa candidature fragilisée. Vous le savez, la droite est déboussolée. Certains regardent du côté d'Alain Juppé. Pourrait-il remplacer François Fillon à l'élection présidentielle ? Le député LR Philippe Gosselin a lancé un appel au maire de Bordeaux hier, invitant celui-ci à être un recours en cas de désistement de François Fillon. L'ancien ministre Luc Ferry a également plaidé pour le retour d'Alain Juppé. Alain Juppé qui était hier soir à la librairie Mola pour assister à la présentation du livre de l'une de ses adjointes à la mairie de Bordeaux. Interrogé avant son entrée dans la salle, il a à nouveau rejeté cette hypothèse. On l'écoute au micro de Bastien Loquet pour TV7 en Gironde. Une déclaration qu'on semble flamber, non, il n'y a pas de déclaration. Aucune déclaration. Je n'ai pas de déclaration à faire. Voilà. Pourtant, certains vous appellent de vos voeux. Écoutez, j'ai dit la semaine dernière ce que je pensais et je n'ai pas varié. Vous n'avez pas changé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et le député LR du Rhône, Georges Fenech, n'a pas hésité hier à tacler François Fillon. Ce proche de Nicolas Sarkozy a même lancé une pétition pour remplacer le candidat des Républicains à la présidentielle. On l'écoute avec TLM. Malaise et division à droite suite aux dernières révélations du Canard enchaîné aujourd'hui sur l'affaire Pénélope Fillon. Parmi les premiers sarkozystes à remettre en cause la candidature à la présidentielle de François Fillon, le député Les Républicains du Rhône, Georges Fenech, qui s'est exprimé aujourd'hui au micro de nos confrères de BFM TV. Moi j'appelle vraiment tous les parlementaires, tous les élus, tous les militants de notre famille politique à provoquer un Conseil national extraordinaire. Nous devons prendre une décision dans l'urgence. L'élection présidentielle est dans quelques semaines. Nous ne pouvons pas continuer avec un candidat qui aujourd'hui est en extrême difficulté. Et le malaise continue aussi à gauche, au Parti socialiste. Le député des Pyrénées-Orientales, Jacques Cresta, attend des éclaircissements du candidat Benoît Hamon, qu'il n'est toujours pas prêt à soutenir pour l'élection présidentielle. Un positionnement incompréhensible pour les alliés communistes qui ont soutenu le député Cresta au second tour des élections régionales de 2015. Olivier Roiran pour TV Sud. Il refuse toujours de soutenir Benoît Hamon, candidat désigné du PS et de ses alliés pour la prochaine présidentielle. Le député des Pyrénées-Orientales, Jacques Cresta, fait partie des 25 parlementaires socialistes à avoir brandi un droit de retrait. Et l'appel au rassemblement de Manuel Valls dans la soirée n'a eu aucun effet. Moi, ma position n'a pas changé depuis dimanche. Je crois qu'il y a un devoir de transparence. Un devoir d'honnêteté de dire que le projet tel qu'il a été présenté, pour moi, est un véritable tête-à-queue idéologique par rapport à la social-démocratie. J'attends un certain nombre de clarifications, un certain nombre de recentrages pour faire en sorte que je sois en capacité de ne pas être en contradiction avec le travail parlementaire que j'ai pu faire. Et parmi les sujets qui fâchent, il y a le revenu universel voulu par Benoît Hamon. Mais pour les alliés communistes locaux du conseiller régional Jacques Cresta, élu en décembre 2015, le positionnement du député Cresta n'est pas simple à comprendre. L'an dernier, il se fait élire avec le soutien d'une liste sur laquelle j'étais aussi, qui s'appelle Nouveau Monde en Commun, qui avait fait plus de 10%, où il y avait des communistes, des Verts et du parti de gauche, et il se fait élire. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, la politique de gauche que réclament les électeurs socialistes de la primaire, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas la défendre, je ne vais pas la soutenir, et peut-être, je réfléchis, c'est vrai qu'il n'a pas dit qu'il le ferait, je vais rejoindre Macron. Eh bien ça, c'est pas une bonne image de la politique. C'est dans la même veine de ceux qui disaient en 2012 au Bourget « la fiance est mon ennemi » et qui ont passé 5 ans à la servir. Voilà. C'est la même veine. Et ça, les électeurs ne le supportent plus, quoi. Et Jacques Cresta attend un geste de Benoît Hamon, une discussion avec le candidat pour éviter le blocage. Il promet que sa décision définitive pour la campagne présidentielle interviendra rapidement. Le député Cresta joue aussi son investiture socialiste pour briguer un nouveau mandat sur la première circonscription
prescription des Pyrénées-Orientales. Voilà, dans l'actualité également, le secteur agricole toujours en difficulté. Opération coup de poing hier matin dans plusieurs grandes surfaces vosgiennes. Des agriculteurs contre les promotions sorties des rayons. Certains produits laitiers, ceux dont le rabais offert est supérieur à 30%. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Ce mercredi matin, dans cet hypermarché de l'agglomération spinalienne, il n'était pas venu profiter des promotions du jour, car les promos, c'est justement ce qu'il dénonce. Depuis le 1er janvier, la loi Sapin 2 interdit les rabais de plus de 30% sur les produits laitiers. Alors, catalogue en main, ces producteurs ont étudié les prix de certains produits en promo. Celui de ce lait est illégal. On va leur demander qu'ils remettent ça dans la réserve. C'est dommage que ce soit nous producteurs qui devons dénoncer ce côté illégal de la chose. C'est quand même pas à nous à faire respecter la loi. Quand on est sur la route, c'est pas les automobilistes qui font respecter la loi, on a bien des gendarmes qui font respecter la loi. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a bien la loi, elle doit être respectée et c'est pas aux producteurs à la faire respecter. Si les responsables de l'enseigne n'ont pas souhaité s'exprimer, tous les clients rencontrés seraient eux prêts à payer leur lait un peu plus cher. Si ça peut leur profiter réellement, oui, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Des fois, il y en a que voilà, il y a des intermédiaires et voilà. Faut pas non plus que ce soit des prix exorbitants, mais payer un peu plus, oui, pourquoi pas. Quitte à diminuer un petit peu sa consommation, mais payer le juste prix des produits locaux et de bonne qualité. À la veille des négociations sur les prix pour 2017, une mobilisation qui leur donne également l'occasion de mettre la pression sur les industriels de la transformation et sur la grande distribution. Aujourd'hui, les 1000 litres de lait sont payés 315 €, un peu mieux qu'en 2016, mais pas encore suffisant. C'est ce qu'ils ont dit aux propriétaires de l'hypermarché. Aujourd'hui, sur une exploitation laitière, il manque 50 € de la tonne. Il manque 50. Sur une exploitation moyenne à 400 tonnes par an, c'est pour une exploitation, c'est 20 000 €. On est dans un jeu de poker menteur et aujourd'hui les producteurs en ont marre de faire la variable d'ajustement tout simplement. Des années climatiques difficiles qui font qu'aujourd'hui on n'a pas la nourriture pour produire du lait en quantité. Donc voilà, aujourd'hui la baisse de l'offre doit nous permettre une hausse du prix tout simplement. Et après on monte au carrefour. 340 € les 1000 litres, c'est ce que les producteurs de lait réclament, ne serait-ce que pour payer leurs charges sans se prendre de salaire. Quant au contenu des chariots remplis ce matin, ils l'ont payé et l'ont remis au Resto du Cœur. La conjoncture est donc toujours très compliquée et selon la Fédération nationale des producteurs de lait, 10 000 fermes laitières pourraient disparaître en France d'ici la fin de cette année. Direction les Pays de la Loire où ce contexte ne décourage pas un couple d'éleveurs des herbiers qui a décidé de préserver et de poursuivre son activité. Un reportage de Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Cette exploitation laitière est gérée par ce couple. Maxime et Mathilde sont tous les deux passionnés par leur métier. En 2013, pourtant, le frère et associé de Maxime a mis fin à ses jours. Il ne supportait pas, entre autres, la pression liée à son métier. Depuis juin, Mathilde a décidé de rejoindre l'exploitation après des doutes sur la viabilité de son projet. C'est finalement la passion qui l'a emporté. On s'est dit on aura forcément besoin d'agriculteurs. On aura forcément besoin de lait français, donc on aura le revers de la médaille. D'ici quelques temps, le lait va remonter et puis voilà, ça nous donne l'envie de toujours travailler, quoi. Vous y croyez, quoi? On y croit, mais sinon on ne serait pas là. Donc non, on y croit, on va travailler pour ça et puis on va y arriver. Aujourd'hui, produire 1000 litres de lait leur coûte 329 €. Le prix qui leur est imposé à la vente est de 300 €, soit une perte de 29 € à chaque 1000 litres produits. Pour faire simple, plus ce couple travaille, plus il perd de l'argent. On se lève le matin, on sait qu'on va forcément perdre de l'argent. Donc, mais on se lève quand même tous les matins, ça ne changera rien. Mais on sait qu'on travaille à perte. Ce couple a aujourd'hui 2 enfants de 2 et 5 ans qui ont les yeux qui brillent lorsqu'ils sont sur l'exploitation. Trop tôt pour dire si la relève est assurée. Ce qui est certain, c'est qu'ici, tout sera fait pour que l'outil de travail reste viable le plus longtemps possible. Une illustration concrète dans un territoire maintenant, direction la Gironde, pour une délibération qui fait suite à la loi Bussereau visant à fermer les passages à niveau les plus dangereux. Le conseil municipal de Saint-Émilion s'est réuni hier et a donné un avis défavorable. Saint-Émilion est une des premières communes à étudier cette possibilité. Franck Poirot pour TV7 en Gironde.
Les viticulteurs de Saint-Émilion veulent garder leur passage à niveau. Il y en a 10 le long de la voie ferrée qui traverse le vignoble. La SNCF souhaite en fermer 4. Ils permettent notamment aux usagers de la départementale 670 de rejoindre le village et aux viticulteurs de se rendre en tracteur dans leur parcelle de vigne. Mais au nom de la sécurité, même si cela peut paraître paradoxal de prime abord, les viticulteurs souhaitent que ces passages à niveau restent opérationnels. De la propriété qui est au-dessus de la voie ferrée et qui vient travailler dans les vignes qui sont au-delà de la voie ferrée. Voilà. Et donc son passage est évidemment le plus simple par ce passage à niveau. Sinon, il faut qu'il emprunte la 670 qui est extrêmement dangereuse. Ces passages à niveau fermé, le trafic de tracteurs lié à la viticulture serait dévié sur la départementale 670 qui relie Libourne à Bergerac. Chaque jour, elle est empruntée par 16 000 véhicules et les différences de vitesse entre une voiture, un camion et un tracteur rendraient cet axe particulièrement dangereux. On va avoir des engins agricoles en permanence dessus. Moi, j'ai eu le cas l'autre jour, je suivais un tracteur, il y avait un camion derrière moi qui n'en pouvait plus derrière le tracteur, qui a voulu doubler. Il a fallu avoir un accident avec le camion qui arrivait en face. Et ça va tous les jours dans le système. Là, c'est de la folie. Durant les périodes de vendange, plusieurs dizaines de tracteurs pourraient circuler en même temps sur la route départementale si les passages à niveau étaient fermés. La commune de Saint-Émilion a connu plusieurs accidents sur ces passages à niveau, dont un mortel en 2011. Mais il n'a pas eu lieu sur ceux que la SNCF souhaite fermer. La contrepartie de cette fermeture serait la création d'une route de 800 mètres parallèle à la voie ferrée en lieu et place d'un chemin existant. Et même si la SNCF dédommagerait la commune à hauteur de 200 000 € par passage à niveau fermé, pour les viticulteurs, le compte n'y est pas. Cette fermeture serait un non-sens économique. Cette route de 800 mètres doit être payée par les administrés de Saint-Émilion uniquement, pas par la CDC. Et je laisse juge les Saint-Émilionnais d'une voie de 800 mètres à payer pour la fermeture d'un petit passage à niveau. Au-delà des problèmes économiques et sécuritaires, les viticulteurs considèrent que ces passages à niveau font partie intégrante du paysage. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une enquête publique a eu lieu autour de ce projet de fermeture de passage à niveau. Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable. Quant au conseil municipal, il a pris acte ce mercredi de cet avis en adoptant une délibération allant dans ce sens. Une façon pour lui de renvoyer l'État et la SNCF à leurs responsabilités s'ils devaient fermer les passages à niveau. Cette fermeture changerait la donne sur un plan sécuritaire pour les usagers de la départementale, mais aussi les vignerons. 10, c'est le nombre de jours qui nous séparent du début du carnaval de Nice. Le thème Roi de l'énergie, c'est le titre de cette 133e édition. Les chars sont quasiment terminés et comme chaque année, les carnavaliers ont été très inspirés, notamment par l'actualité politique. Lucie Camin pour Azur TV. À une dizaine de jours du lancement des festivités, le hangar des carnavaliers déborde d'énergie. En tête de file, Éole insuffle une dynamique pour motiver les troupes. Ses compères, quant à eux, bouillonnent d'impatience pour faire vibrer Nice. Le roi de l'énergie, c'est un thème qui est varié. On a pris les anciennes énergies, les nouvelles énergies. Donc le roi, c'est le roi soleil. Après, on a des chars comme la marée noire. Donc c'est une énergie fossile vieille qui pollue les mers et tout ça. Donc il y a plusieurs traductions, mais toujours de façon festive, amusante et pour faire réfléchir, mais aussi amuser. 13 chars composeront le corso carnavalesque. Des invités de taille se sont même invités cette année. Des politiques écolos à l'image de Noël Mamère ou Jean-Vincent Placé, Emmanuel Macron jusqu'à Donald Trump, assis sur des barils de pétrole, brushing impeccable entouré de sèche-cheveux. Cette année, le président des États-Unis et son compère inaugureront un tout nouveau parcours, modifié suite à l'attentat du 14 juillet. L'épicentre reste toujours la place Masséna, mais au lieu de tourner autour du jardin Albert Ier, on va tourner autour de la promenade du Paillon, de l'autre côté. Et donc effectivement c'est un nouveau parcours, un nouveau pour nous parce qu'il a fallu le réaménager complètement au plan technique puisqu'il y a des aménagements à faire, les chars sont énormes donc il faut qu'ils puissent passer partout. La nouveauté aussi c'est que les batailles de fleurs n'auront pas lieu sur la promenade des Anglais et le quai des États-Unis mais sur le même parcours que les corsos, donc ça c'est une nouveauté aussi. Et puis bien évidemment les mesures de contrôle et de sécurité qui ont encore été renforcées. Les chars quant à eux seront fin prêts pour les festivités. Le roi et la reine, 17 et 14 mètres de haut, seront assemblés en dernier. Un travail assuré par une quarantaine de carnavaliers et ce 7 jours sur 7 jusqu'au 11 février prochain. Pour finir ce journal, un sujet insolite. Fusionner un vélo et un canoë. C'est le projet un peu fou d'un étudiant de 3e année d'une grande école d'ingénieurs. Il faisait récemment ses premiers tests sur la glace du port d'Épinal. Reportage de Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. C'est moi qui l'ai fait.
Au rayon insolite, voici incontestablement un client. Félix est étudiant en 3e année de l'école d'ingénieurs du bois d'Épinal et il s'est mis en tête de fusionner 2 modes de transport, a priori difficiles à concilier, le vélo et le canoë, avec de surcroît une phase de test il y a quelques jours sur la glace du port d'Épinal, en bonne partie encore gelée. Tout est parti dans cette histoire d'une expédition entre amis en Franche-Comté. L'idée, c'est on est 3, on a 3 vélos. On a des chambres à air, des tendeurs, enfin tout ce qu'on avait sous la main, quoi. Comment on fait pour ramener un canoë de 5 mètres, quoi? Moi je l'appelle le vélo canne. Vélo canoë, c'est vrai que là-dessus j'ai pas été très inventif, mais bon. Je propose une conception du fait que je suis à l'école du bois, j'ai fait mon canoë en bois. Après un châssis métal, j'ai fait avec ce qu'on avait à l'atelier, quoi, à l'école. Puis avec le temps qu'on a, avec les connaissances que j'ai, avec les gens que j'ai rencontrés aussi. Le vélo canne a donc pris forme avec de multiples défis techniques à relever. Voilà pour le petit tour. Sur des véhicules amphibies, une des grosses problématiques, c'est l'étanchéité. Et ce jour-là, avant le Redoux, c'est donc au port d'Épinal et sa couche de glace que l'étanchéité devait être testée. Et là, tout à coup, c'est le drame. Le vélo canne est prisonnier des glaces, le capitaine du frêle esquif va ramer pour s'en sortir, les roues tournent à vide, mais bonne nouvelle, l'embarcation ne prend pas l'eau. Les étraves en freinent et le contreplaqué en marine sont donc étanches. Ah oui, précision tout de même, à quoi peut bien servir ce vélo canne? Pour notre roi des inventeurs toujours couronné, il s'agit là de marier projet d'études et loisirs personnels. Moi, l'utilité que je vais en avoir, ça va être un outil pour aller à la pêche. Parce que j'adore la pêche et depuis que je suis tout petit, je vais tout le temps en vélo à la pêche. Et c'est un peu un fantasme pour moi de pouvoir faire du vélo, pêcher en même temps. Puis là, il fait 3,6 m de long, c'est juste ce qu'il faut pour mettre ma canne en entier. L'aventure vélo-canne est dans sa phase opérationnelle. Quelques réglages et ajustements et la mise à l'eau, cette fois officielle, devrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Voilà, dans quelques minutes, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais avant cela, la revue des unes de l'actualité de la PQR. Voilà, on commence avec la politique, bien sûr, la chienlit, c'est le titre de Paris-Normandie, avec François Fillon, une photo dubitative en une du Paris-Normandie. Dans l'Écho, c'est le candidat menacé dans son camp, Fillon s'agrippe. L'affaire Fillon ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des révélations qui évoquent la somme d'1 million d'euros perçue par son épouse et les enfants du candidat. La recherche d'un plan B est en cours à droite. Ce sera le thème du débat que nous aurons dans quelques instants avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Fillon, candidat jusqu'au bout, point d'interrogation pour la Dépêche du Midi, la Charente libre, l'affaire Fillon, la droite charentaise déboussolée, car les élus LR réclament ouvertement un changement de candidat. Fillon a promis hier d'aller jusqu'au bout en Charente. La droite ébranlée attend le verdict de la justice. Dans la Nouvelle République, c'est le boulet Fillon au poids exorbitant. Et pour la Provence, c'est toujours la même phrase qui revient. Peut-il tenir au cœur du Pénélope Gate pour la Provence? Suite logique, les plans B, dont on parle aussi dans la presse quotidienne régionale, dans Presse Océan, Barouin2017.fr, déposé par des Nazairiens. L'agence de communication Koala Web, à l'origine du nom du domaine, est implantée à Saint-Nazaire et travaille pour les Républicains. Ces derniers évoquent un acte isolé. Pour le courrier Picard, affaire Fillon, le plan B, comme Bertrand, le nom de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est cité pour remplacer François Fillon s'il devait renoncer à sa candidature dans le courrier Picard. On finit par des unes d'une autre actualité. La Voix du Nord, les migrants sont-ils de retour? Beaucoup de choses se disent sur la question des migrants à Calais après le démantèlement de la jungle. Rumeur ou réalité, des éléments de réponse dans La Voix du Nord aujourd'hui. Pour Centre Presse, une famille jugée pour production de cannabis bio dans Centre Presse, le journal de l'Aveyron. Pour Libération Champagne, ses parents d'élèves en colère à Brielle-sur-Barse, un poste du regroupement pédagogique est menacé de suppression. Les parents qui craignent des classes surchargées dénoncent le risque qui pèse sur la qualité de l'enseignement en milieu rural. Et aussi un reportage intéressant, toujours au travail à 70 ans. C'est près de la moitié des boulangers au bois qui ont plus de 55 ans, une situation qui pourrait s'avérer critique dans le milieu rural d'ici à une dizaine d'années dans Libération Champagne. Voilà, nous allons maintenant balayer l'actualité politique et territoriale avec ce matin Hubert Coudurier. Bonjour Hubert, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'information du Télégramme et directeur de TBO.
Haut, la télévision de Bretagne. Olivier Allemand, bonjour. Vous êtes le directeur général d'une autre chaîne de télévision, Campagne TV. Vous êtes notre partenaire aussi et qui diffuse 3 fois cette matinale d'infos par jour. Merci d'être avec nous. Et Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Voilà, suite à de nouvelles révélations, François Fillon voit sa candidature de plus en plus fragilisée. Il dénonce un coup d'État institutionnel. Des ténors des Républicains publient une tribune de soutien dans le Figaro et l'on sent des fissures ici ou là dans la droite. François Fillon a bien exclu hier de renoncer à sa candidature à l'Élysée. Zoé Cadio, c'est le titre de votre papier dans l'Indépendant. Pénélope Gay, Fillon dénonce un coup d'État institutionnel. Alors, c'est ce qu'il a dit hier à ses troupes. Tout d'abord, il l'a pas annoncé comme ça devant la presse. Il faut rappeler que hier matin, il y a eu une réunion à son QG pour faire un peu un point sur l'affaire. Il leur a demandé 15 jours pour tenir. 15 jours pourquoi ? Parce que il espère vraiment apporter la preuve que tout ça, c'est qu'une cabale, quoi, et qu'il est vraiment le fruit qui fait les frais d'un coup d'État constitutionnel. La formule est forte, elle peut choquer. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas, mais peut-être que les mots sont un peu forts pour cette affaire-là. Hubert Coudurier, affaire Fillon, l'unité de la droite se fissure dans le Télégramme. Bon, alors j'ai pas fait l'édito ce matin, c'est Martin Vaugoud qui lui parle d'un risque de chaos pour la démocratie. Moi j'avais fait un papier hier sur le thème la contrition plutôt que le complot. Je suis frappé par le manque de professionnalisme de l'équipe Fillon en termes de communication, en termes d'éléments de langage. Je trouve que Sarkozy, c'est pas pour être nostalgique, avait beaucoup plus de répondants dans ce genre d'affaires. Moi, je me méfie un peu des affaires d'État en France. Ça monte très très vite et puis après ça se dégonfle. Mais Sarkozy aurait joué assez vite la carte de la contrition. Il aurait dit voilà, ce sont effectivement des affaires du passé. Il y a eu sans doute des excès, mais c'était légal et tout le monde a fait ça. Mais aujourd'hui, je le regrette, je rembourse, etc. Enfin bref, il n'aurait pas laissé cette affaire pourrir pendant des jours et des jours. Deuxièmement, Sarkozy avait des amis et des gens qui derrière étaient capables d'entonner un soutien et de se répandre sur toutes les chaînes de télévision. Chez Fillon, on ne voit pas ça. Et je trouve qu'il y a un manque d'expérience, au-delà du fait que la présomption d'innocence, en l'occurrence, n'est pas vraiment respectée. Regardez un peu House of Cards et vous verrez le rôle de Claire Underwood. Vous verrez que les femmes jouent parfois un rôle occulte. La référence d'Hubert Coudurier, House of Cards. Zoé Cadio, est-ce qu'il manque un D ou des Pasqua chez François Fillon ? Oula Je citerai peut-être pas son nom dans ce genre d'affaires, sachant que le nom de Pasqua quand même a été souvent associé à des affaires pas très catholiques. Vous avez compris ce que je veux dire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a chez François Fillon des capacités de réactivité comme il en existait dans Franchement non, et puis d'ailleurs on peut être étonné par le manque d'engouement de certains de ses amis à aller le défendre sur les plateaux. Certes, il y a une riposte depuis hier soir, mais l'affaire dure depuis une semaine, et depuis une semaine ça a été silence radio. D'ailleurs c'est assez étonnant. Alors aujourd'hui on parle, comme vous disiez, de coup d'État constitutionnel, que en fin de compte on cherche à le faire tomber, à éviter qu'il aille se présenter devant les électeurs et à l'empêcher d'aller aller conquérir cette victoire, enfin aller conquérir l'Élysée, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a encore 10 jours, François Fillon a été le prochain président de la République. C'était pour tout le monde vraiment évident. Alors, 7 Français sur 10 ce matin, aujourd'hui, ne veulent pas qu'il se présente. C'est vrai qu'en termes de communication, il y a eu des délais qui étaient exorbitants. Là, c'est vrai qu'Anne Méo a peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas... Il faut dire aux téléspectateurs, Anne Méo, qui est conseillère en communication, chargée de la communication de François Fillon. De François Fillon. Et c'est vrai que moi, je suis un peu étonné de ce délai, là aussi, de réaction qui est assez important. Et surtout, ils n'essayent même pas de contrer le contenu. Enfin, ils parlent de la forme, mais pas du fond. Et là, le problème, c'est que François Fillon ne répond pas sur le fond de l'affaire, parce que ça soit légal ou pas légal, maintenant, comme disait un député, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est un problème d'éthique, c'est immoral pour nombre de Français ce qui se passe. Mais le problème aussi pour François Fillon, c'est que c'est une affaire qui est vieille, qui a une dizaine d'années, que à l'époque, ça se faisait, ça faisait partie en même temps de la fonction d'une certaine manière. Donc lui, il est un peu décalé par rapport à ça. Vous voulez dire c'était des pratiques, certes d'un autre temps, c'était des pratiques qui étaient acceptées. Certes d'un autre temps, mais acceptées. Hubert Coudurier, il y a ceux qui s'interrogent, faut-il qu'ils se maintiennent, et il y a ceux qui veulent faire appel à Alain Juppé.
Oui, mais ça, c'est peut-être ce qui va le sauver, finalement, parce que Juppé est trop orgueilleux pour pouvoir y retourner, donc il a dit qu'il ne serait pas un plan B, et puis le temps passe, et il serait quand même extrêmement... Je pense que l'initiative de Georges Fenech va se retourner peut-être contre lui. Et déjà ce matin, chez des confrères, il a commencé à modérer le propos d'hier soir. Vous verrez ce qu'en dit Bernard Debré tout à l'heure. Il est notre invité à 8h. Il nous en a glissé quelques mots. Mais si vous voulez, le problème, c'est que, en fait, il pourrait choisir de faire du Trump, Fillon. Il pourrait dire... C'est un complot, on est dans la période de la post-vérité aujourd'hui, finalement il y a beaucoup de... Mais en fait, le problème de Fillon, c'est qu'il est vieux en politique, il est là depuis longtemps, contrairement à Trump, et il est trop bien élevé. Et donc il y a une ligne qui oscille, si vous voulez, entre la théorie du complot et la volonté finalement de trouver des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas. Je ne suis pas sûr que tu fasses un très bon avocat de la défense. Quand tu dis qu'il est vieux en politique... Non, mais il faut voir les choses. Le problème de Fillon, c'est que ça a toujours été un numéro 2. Donc il n'était pas exposé et il reconnaît lui-même qu'il n'a jamais vécu une telle épreuve dans sa vie. François Fillon a des soutiens ce matin dans le Figaro, une tribune qui va devoquer à Barouin. Jean-François Copé l'a signé, Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin, Brice Hortefeux. Ils sont tous là. Thierry Solaire, ils sont tous là. Ils sont tous là, oui, mais est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? C'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que sur le terrain, ça grogne. Et qu'à un moment, il faut faire preuve d'unité, mais ça se fissure. C'est là où les 15 jours peuvent être longs pour les députés qui vont repartir ce week-end dans leur circonscription. François Fillon leur a demandé d'attendre 15 jours. Mais 15 jours, qu'est-ce qu'on va savoir de plus sur le fond de l'affaire dans les 15 jours qui viennent ? Je ne suis pas certain qu'on puisse avancer. Et avec les révélations qu'il va y encore avoir ce soir sur Envoyé spécial, sur une chaîne concurrente, je pense que là, ça va encore tanguer, et fortement. Non, mais c'est le tempo de la dramaturgie. Petite anecdote, lors d'un déjeuner avec Fillon récemment, auquel participait Zoé, il nous a dit non, moi je ne suis pas inquiet, c'était avant l'affaire. Je ne suis pas inquiet parce que tout se joue dans les 3 ou 4 dernières semaines. Donc finalement, il ne faut pas être le favori comme l'était par exemple Juppé. Alors de ce point de vue-là, il a été servi. Mais je pense que le problème, c'est qu'effectivement, les choses avancent et que s'il n'arrive pas à trouver une cohérence dans sa défense et à s'y tenir et à tenir ses troupes, effectivement, ça va mal se terminer. Mais il serait quand même incroyable qu'une force politique comme les Républicains n'arrive pas à faire prévaloir son point de vue sur la politique à mener après la présidentielle. Mais il faut quand même qu'il trouve une ligne de défense et qu'il ait une autre communication. Que dire circuler, il n'y a rien à voir. Olivier Allemand passe à tout autre sujet, tout autre sujet qui est très intéressant également. On en a parlé tout à l'heure dans le JT des territoires. On a même diffusé 2 sujets là-dessus consacrés à ce problème. Ce sont de grosses difficultés dans le secteur laitier. Énorme. C'est le résultat d'une étude en fait sur les défaillances d'entreprises au sens large, qui est sortie hier. Effectivement, on a vu qu'en 2016, dans tous les types d'entreprises, il y avait une régression, sauf dans le milieu agricole, où effectivement il y a une progression donc des défaillances et des liquidations judiciaires des entreprises, et c'est très prégnant, notamment sur les entreprises laitières, plus de 30% de défaillances sur les élevages laitiers, et plus 83% de défaillances d'entreprises dans les élevages porcins. Alors pourquoi ? Bien évidemment, sur le lait, et c'est ce qu'on a vu dans les 2 reportages tout à l'heure, c'est lié à la surproduction laitière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mal anticipé la fin des quotas laitiers qui régulaient avant le prix du lait sur le territoire européen. Aujourd'hui, effectivement, le prix du lait est très très bas parce qu'il y a une surproduction mondiale, et donc du coup, le coût du lait est très bas, et donc du coup, les exploitations laitières sont en très très grande difficulté aujourd'hui. Voilà. Merci Olivier Allemand de Campagne TV, Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre, Hubert Coudurier du Télégramme. Vous venez de sortir un livre sur Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, notre ministre de la Défense, qui ferait un excellent candidat. Le glaive du président, on le voit à l'antenne. Voilà, qui ferait un excellent candidat pour la droite si jamais elle en était privée. C'est ce qu'on lira dans ce livre. Merci Hubert Coudurier. Le glaive du président. On passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fera en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Bernard Debré, le conseiller stratégique de la campagne de François Fillon, qui sera notre invité politique. Mais tout de suite, le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info. On le regarde ensemble. C'est un moment difficile que nous traversons. Il faut reprendre la main de la campagne. C'est la seule réponse face à cet assassinat politique. Nous demandons d'être solidaires, d'être totalement solidaires. Il faut tenir 15 jours. Est-il possible que François Fillon soit obligé de se retirer ? C'est une possibilité. Vous savez bien que tout le monde en parle dans son camp. Il est mort, dit de lui en privé Nicolas Sarkozy. Ça sent le sapin, ça c'est Éric Ciotti. On est dans la merde, je le dis, on n'a pas de plan B. Ça c'est Jean-Pierre Raffarin. Je dis que nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Cette affaire, on sait mieux. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche. Ça vient de la gauche, c'est ce qu'a dit François Fillon ce matin. C'est grave comme accusation, non ? Votre avis, ça vient d'où ? Attendez, moi, je crois que... Vous voyez la main de François Hollande derrière tout ça ? Écoutez, à un moment ou à un autre, il faudra bien comprendre comment tout cela s'est passé. Ça allait très vite. Vous m'accorderez que depuis que le parquet financier a été créé donc en 2013, moins de 20 heures après la révélation par le Canard enchaîné, une enquête était ouverte. J'ai vu d'ailleurs une interview d'un député aussi des Républicains ce matin, qui va consister à essayer de faire reporter une responsabilité là où elle n'est pas. Chacun doit assumer ses responsabilités. Dans ce contexte, moi je ne veux pas céder à l'hallali, aux théories du complot ou au refus de répondre. Mais ça vient de qui alors ? Je sais pas. Est-ce que vous n'avez pas de preuves ? C'est non. De dire ça, non. Non. On ne va pas jouer, nous les parlementaires, l'orchestre du Titanic en ce moment. On ne peut pas se laisser emporter par un bateau qui est déjà sous la ligne de flottaison. Luc Ferry se risque même à proposer un plan B. Soyons clairs, qu'on le veuille ou non, Juppé est désormais le seul en France à être certain de battre Le Pen. Tout autre est risqué. Est-ce qu'un plan B est possible ? Non, on ne fait pas tout l'alphabet, nous, donc... Tu es bien d'accord, Gérald ? Il n'y a pas de plan A, plan B, il y a un plan F, c'est le plan François Fillon. J'appelle, moi, réellement à n'exclure aucune hypothèse. Et donc, j'appelle aujourd'hui, alors qu'il n'est pas au courant, Alain Juppé à se poser la question du recours. Est-ce que des plans B se préparent ? Arrêtez de m'emmerder, s'il vous plaît. Ça va, on va au cinéma, là. C'est tendu, là. Non, c'est pas tendu, mais vous êtes chiante, quoi, c'est tout. François Baroin s'attire les faveurs des fillonistes. Un nom de domaine a même été déposé, baroin2017.fr. Tout comme pour le sarkozyste, Laurent Wauquiez. Pas question, et mon soutien à François Fillon est plein et entier total. Merci. Quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. On les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique et on les affronte. Il n'y a pas de plan B. On gagnera, on perdra avec lui, il n'y a pas de plan B. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique, ça tombe bien ce matin de Sud Radio, de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale, c'est Bernard Debré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes député de Paris, mais vous êtes conseiller stratégique de la campagne de François Fillon. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Bernard Debré, ce matin dans le Figaro, 17 ténors de la droite soutiennent François Fillon. Est-ce que c'est l'opération de la dernière chance ? D'abord, il n'y a pas 17 ténors, il y a 200 signatures. C'est quand même important. Mais il y a 17 ténors au milieu de ces 200 signatures. Ah, voilà, parce que les autres ne comptent pas. Si, non, mais je pas dit c'est ça. formidable. Non, je vais vous dire simplement... Mais il y a des gens auxquels qu'on n'attendait pas forcément là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soutenu les précédents candidats. Non, mais de la attendez, droite, il y a un candidat qui a été désigné par l'élection primaire. Il a été désigné quasiment avec plus de 3 millions de voix. Enfin, il y a des fissures, il y a des discordances. Il y a actuellement très peu de discordances. Il y en a. Effectivement. On vient d'en voir. On vient d'en voir, M. Fenech, qui, je le rappelle, est quand même un magistrat, et fait totalement fi de la présomption d'innocence. Et je veux dire simplement ce qu'on est en train de dire chez Fillon, nous ne nous laisserons pas voler à droite l'élection présidentielle. Alors justement, puisqu'on parle de Georges Fenech, on apprend ce matin que
il va être sanctionné par le Conseil stratégique des Républicains. Son investiture aux législatives lui serait retirée. Est-ce que vous êtes en capacité, à l'heure qu'il est, de nous confirmer cette information? Est-ce que c'est une information qui peut être réelle? Alors, c'est une information qui peut être réelle. Je ne la confirme pas et je ne suis pas favorable. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes libres dans notre mouvement de dire ce qu'on a envie de dire, même des bêtises. Mais apparemment, vous n'êtes pas libre puisque vous-même vous dites Fenech ferait mieux de se taire. Mais je suis libre de dire que Fenech peut se taire et doit se taire. Et il est libre de dire autre chose. Nous sommes dans un parti libre. Mais il a tort, Fenech, quand il dit quand même que les députés qui vont sur le terrain, finalement, ces derniers temps, se font insulter, etc. Ils en ont marre, les députés. Ne dites pas ça. Je vais sur le terrain, je pars ces jours-ci, j'y vais, je vais les voir. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont interrogatifs, ils disent qu'est-ce qui se passe? D'autres qui disent ça va s'arranger. Et puis il y en a qui sont effectivement, non pas agressifs, mais surtout interrogatif. Bernard Debré, Georges Fenech, interrogé, et ce sera la dernière question autour de Georges Fenech, il dit ce matin, pour la présidentielle, c'est peut-être déjà trop tard. Non. Non, on va voir. Il y a une présomption d'innocence. Il va y avoir dans les jours qui viennent... Parce que peu importe qu'il y ait présomption d'innocence ou pas. Ah bon. Donc, en tout cas, dans l'image. Non mais attendez, si l'image est plus importante que l'innocence, c'est quand même extrêmement grave pour la démocratie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'image a été construite par une officine, je ne sais pas laquelle. On va unir. Vous ne savez pas laquelle? Je ne sais pas laquelle. Vous imaginez que M. Le Foll va dire c'est moi qui ai fait ça? Non mais vous, est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui que ce soit une officine? On n'a pas de preuves, mais on sait... Donc, pourquoi avancer que c'est une officine? Parce qu'on est en train de chercher, qu'on a des suspicions. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. C'est un conseiller de François Hollande qui est là pour ça. Et on le sait bien. Voilà. Monsieur Jouillet, par exemple, conseiller de François Hollande. Secrétaire général de l'Élysée? Pas du tout. Monsieur Jouillet n'est pas venu dans ma bouche. C'est vous. Donc dans le viseur, le juge Nadal? Oui, c'est dans le viseur du juge Nadal, bien entendu. Il a été nommé pour ça, ainsi que d'autres. Écoutez, ça vous étonne pas que ça apparaisse dans le Canard enchaîné, 6 heures après, on ouvre une instruction, et puis on ouvre c'est la une rapidité, information. c'est les délais qui vous posent problème? Vous trouvez que ça a été trop vite? Mais écoutez, ce sont des faits qui ont commencé en 1988. 88. Comment ont-ils pu aussi rapidement sortir tous ces faits qui sont légaux, je vous le rappelle? C'est légal. C'est légal. Alors, restons sur cette idée, si vous voulez bien, d'officine, de cabinet noir, du juge Nadal que vous avez visiblement cerné. Ça profite à qui? À la gauche. À qui voulez-vous que ça profite? Je vous pose la question. Ça profite à M. Macron. C'est évident. Quand l'affaire a commencé, on pouvait imaginer entre Hamon et Valls l'un des deux. Alors ça ne profitera pas beaucoup à Hamon. Mais ça profitera. Donc vous dites que quelque part tout est monté depuis l'Élysée? J'en suis absolument persuadé. Persuadé. Qui voulez-vous qui monte ça? Qui voulez-vous qui ait ces informations? Elles sont légales. Vous êtes le président de la République? Écoutez, le président de la République, il était en Chili, en train de regarder le désert pendant qu'il y avait une primaire. Mais quel serait l'intérêt de l'Élysée de monter cette opération, clairement? De voler à la droite son élection. Vous êtes tous en train de dire il faut quelqu'un d'autre. Et vous savez qu'un plan B, c'est un plan bricolage. C'est du bricolage, il n'y a personne. Et donc là, on se dit, voilà, on va casser... Bernard Debré, est-ce qu'Alain Juppé a tort de s'entêter, de ne pas vouloir être ce plan B, justement? Bien entendu. Et il n'a pas de raison d'être dans ce plan B. Il n'a aucune raison, il a été défait... il apparaîtrait le plus légitime si François Fillon était empêché, reconnaissez-le. Non, pas du tout. Aux électeurs de la droite. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous sommes en train de dire... Mais si ça arrivait, vous ne pouvez pas exclure totalement cette hypothèse. Ça arrivait, et si... Regardez les faits. Pardonnez-moi de dire ça. Les députés, il y en a 200 déjà, qui ont signé une pétition. 200 députés de la droite. Ça fait beaucoup. Ils se disent... Et les autres quittent le navire. Les autres vont venir. Non, les autres quittent le navire. Ceux qui font des pétitions, justement, pour qu'on pense à autre chose, ils quittent le navire? Il y en a qui? Je pense à M. Gosselin. Oui, il y en a 2. D'accord. Ça fait pas beaucoup. Ouais. Et peut-être des intérêts. Non, je trouve que c'est pas très courageux. Alors, on va attendre... Mais pourquoi on n'entend pas Nicolas Sarkozy, par exemple?
Et que voulez-vous qu'ils disent? Défendre François Fillon, les autres le font. Mais demandez-lui, moi j'attends. Mais vous êtes étonné qu'ils ne réagissent pas? Non, je ne suis pas étonné. Vous savez, dans cette politique, avec tout ce qui se passe, il y a des gens courageux, il y en a qui sont moins. Bernard Debré, vous dites plan B, c'est plan bricolage. Selon une source, Bernard Debré, Barouin a vu Nicolas Sarkozy hier pour préparer justement la suite. Alors, Barouin se prépare, est-ce que vous êtes déjà au courant ou pas? Mais non, mais vous non plus. Excusez-moi. J'y étais pas. Bon, voilà. Mais les sources servent à ça. Oui. J'étais à La Réunion, j'ai vu tout le monde hier. Barouin a dit je défendrai François Fillon jusqu'au bout. Puis voilà. Donc il rentre dans son bureau, on dit ça y est, il y a un plan B. Barouin2017.fr a été déposé par des Nazériens, c'est Presse Océan qui l'indique ce matin, on en a parlé dans le journal des territoires. Oui, des Nazériens, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils soutiennent François Barouin en tout cas. Eh bien tant mieux, il y en a d'autres qui en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un plan dans le sens où jusqu'à quel moment vous allez tous nous dire ou démentir un quelconque plan B? Nous l'avons démenti, ce plan B. Ce que nous voulons, c'est clair, je crois qu'il faut être clair. Nous avons actuellement François Fillon dans la tourmente. Nous sommes avec François Fillon dans la tourmente. D'ailleurs, vous avez remarqué que vous ne faites plus campagne. C'est-à-dire qu'on parle que de ça. Il n'y a plus de campagne de la droite. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on nous dit, dans 15 jours, on prendra une décision. Ou bien... Mais ça correspond à quoi, ces 15 jours? La fin de l'instruction. C'est d'ailleurs donc vous maîtrisez le calendrier de la justice. La décision d'un juge. Vous savez, il n'y a pas de juge actuellement. Hein. De la justice. Attendez... C'est un procureur, c'est une enquête préliminaire. Non mais donc vous maîtrisez le calendrier de l'enquête? Non, il y a simplement pas la Constitution, mais la tradition républicaine qui dit que à partir du 23 février, il n'y a plus d'enquête possible, puisqu'il y a le début des élections présidentielles. Donc tout doit être réglé avant. C'est clair. Tout doit être réglé avant. Donc nous attendons. Donc si ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous faites? Mais ça le sera. De fait? De fait, puisque à partir du 23, plus aucune enquête est possible à partir du 23. Ne se font plus, c'est une tradition républicaine. Ben voilà. Donc il a dit, attendez au moins la fin de l'enquête. Si, regardez, on nous disait, Pénélope Fillon n'est pas employée. On a trouvé... Elle le dit elle-même dans une interview qui sera apparaître ce soir. Parce qu'elle ne veut pas se mettre en avant. On a trouvé les contrats de travail. Elle dit « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ». C'est ce qu'elle dit au Daily Telegraph en 2007. Parce qu'elle n'a pas besoin d'aller dire ça aux Anglais. Je suis l'assistante. Elle est dans l'ombre. Elle le sait. Elle a un contrat de travail. Elle a eu des fiches de paye. Tout est légal. Quand vous interrogez les gens de Sablé, ils vous disent « Oui, elle travaillait ». Pas tous. Pas tous. Non, mais attends, non, mais pas tous. On est allé à Sablé, on a fait du reportage, je peux vous dire pas tous. Bon, bref, peu importe. Donc il y en a eu quelques-uns. Pénélope Fillon, ne dites pas ça. Pénélope Fillon, c'est la grande absente, on ne l'entend pas. Est-ce qu'elle devrait sortir de son silence? Non. Pourquoi? Tu ne dois pas voir. Mais parce qu'elle n'a pas à discuter, à parler, elle attend la fin de l'enquête. Pourquoi elle a été entendue par les juges. Ben c'est très bien. C'est ce qu'a demandé François Fillon, c'est ce qu'elle a demandé. On attend sereinement la fin de l'enquête. Bernard Debré. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, fait des propositions. Il fait campagne, en tout cas, peut-être plus difficile pour vous en ce moment. L'ennemi, c'est Emmanuel Macron? L'adversaire. L'adversaire. Oui, effectivement, j'imagine mal M. Hamon être un compétiteur important. Vous n'y croyez pas? Ah non. Même s'il remonte en ce moment dans les sondages qu'il y a une forme de dynamique autour de 18%. Dans certains sondages, il passe même devant François Fillon. Hamon? Non. Macron. Ah ben oui, oui, tout à fait. Mais attendez, je ne vais pas vous dire que tout se passe bien, que nous allons avoir une élection de maréchal. Je dis que nous sommes en train de traverser une période difficile, qu'on serre les rangs, et quand il y aura un non-lieu, eh bien on repartira sur une vraie élection. Nous ne voulons pas nous faire voler cette élection. Ce matin, vous dites qu'il aura un non-lieu. Point barre. Oui, point barre. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un emploi fictif? On a trouvé tout ce qu'il fallait pour montrer que ce n'était pas un emploi fictif. Alors après, il y a quand même la morale, Bernard Debré. C'est-à-dire que quand on voit les sommes qui sont affichées, etc., beaucoup de Français se disent, nous, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut se serrer la ceinture. Et là, on nous parle de centaines de milliers d'euros. En combien d'années?
Depuis 88. Eh bien, ça fait combien par mois? Alors ça, c'est une chose, mais il y a d'autres sommes qui apparaissent. Ça fait combien par mois? Il y a d'autres non, sommes mais qui apparaissent. Bordet, Il y a d'autres n'éludez sommes pas la mais non, question. Mais j'élude pas. Vous dites 900 000 depuis 1988. Non, mais c'est pas un débat. Pour vous, c'est pas... Eh bien, c'est tout. Voilà. Ça fait 3 000 ou 4 000 euros par mois, un peu moins. C'est tout. Et alors, mes assistants parlementaires... Et la moyenne pour un assistant parlementaire, selon leur syndicat, c'est 3 000 euros, et là, c'est plus. Non, je suis désolé, moi je paye mes assistants parlementaires 3 800 euros net. C'est une information. Michael Zamès. Vous parliez de Benoît Hamon tout à l'heure, il va rencontrer aujourd'hui François Hollande. C'est normal. Il serait temps. Ah, il serait temps. Bah oui, il est quand même désigné depuis un certain temps. D'accord. Est-ce que vous le connaissez, vous, Très bien. Hamon? Il a des qualités pour être président de la République? Il a des qualités d'homme. Je le connais bien. Pas de président. Mais vous permettez que je termine, parce que si vous faites les réponses, faites-les pour moi. Je dis qu'il a des qualités d'homme, c'est un homme très sympathique, avec qui j'ai discuté hier, d'ailleurs, ou avant-hier, avec qui j'ai discuté souvent. C'est un homme honnête, gentil, sympathique. Gentil, très gentil. Oui, mais vous savez, Valls n'était pas très gentil. Valls était très agressif. Hamon est un homme gentil. C'est une qualité en politique d'être gentil? Oui, rare, très rare. Et je veux dire, alors après, qualité de président... Ça sort du cœur, ça. Il peut avoir les qualités de président, mais pas avec les idées qu'il a, je les combats. Je le lui ai dit, il le sait, je combats ses idées. Je trouve qu'elles sont d'un autre siècle, d'un autre temps, et qu'elles sont inapplicables. D'ailleurs, on voit très bien qu'il n'y a pas que chez nous que ça tangue. Ça tangue aussi, et même beaucoup, à droite, à gauche. Et au centre. Lapsus. Non, à droite, à gauche et au centre. L'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale, c'est Bernard Debré. Bernard Debré, vous êtes issu d'une famille gaulliste à l'origine de la Ve République. C'est un lessivage général pour tous les présidentiables. On a vu évidemment François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Est-ce que c'est pas le signe d'une crise politique? Est-ce que c'est pas le signe de la fin d'un temps, la fin de cette Ve République? Non, c'est pas du tout, je crois, la fin de la Ve République, c'est la fin d'une époque. Une double époque. Oui, effectivement, il y avait jusqu'à présent, je dirais, jusqu'à Mitterrand, jusqu'à même un peu Chirac, pas le dernier quinquennat de Chirac, qui a été pas très bon. Il y avait des grands hommes. Il n'y a plus, c'est vrai, des hommes aussi charismatiques qu'ils étaient auparavant. Donc c'est la fin un peu d'une politique menée par des grands hommes. Et puis c'est l'émergence des tweets, c'est l'émergence d'Internet, et il y a une nouvelle politique qui est en train de se former, qui est désastreuse. Désastreuse, parce que on dit tout à la seconde en 140 signes, c'est plus de la politique. Et ça, c'est très gênant. Mais les institutions de la Ve... Mais le quinquennat n'est pas en jeu dans cette affaire. Si. Les législatives rapprochées de l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec vous, le quinquennat a été une bêtise. Il aurait fait... Vous saviez pourquoi, vous, aujourd'hui? Un septennat non renouvelable? C'était le septennat non renouvelable ou renouvelable, mais pas le quinquennat. Le quinquennat, c'est trop rapproché, il y a des élections législatives tout de suite après, la respiration démocratique a un peu disparu. Et la Ve République a été dénaturée par le quinquennat. Comment il va, François Fillon? Vous le voyez? Vous le trouvez comment? Vois. Non, mais vous le trouvez comment? Affecté, très affecté? Ben oui, affecté. Bien sûr, il n'est pas... il est affecté. Il passe pour quelqu'un de cadenassé, donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai, c'est un de ses défauts. Il est très cadenassé, mais il est très pugnace. Merci Bernard Debré, qui a été l'invité politique de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, c'était Bernard Debré, le conseiller stratégique de la campagne de François Fillon, qui était l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Et j'accueille une représentante de la presse quotidienne régionale, l'éditorialiste Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Et je réaccueille Hubert Coudurier également, directeur de l'information du Télégramme. Bonjour, et président de Télé Bretagne Ouest. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez trouvé Bernard Debré offensif dans la défense de François Fillon, Zoé Cadio?
Offensif, je ne sais pas, il parlait à la fin, c'est d'une double époque. Je pense que Bernard Debré incarne un peu cette double époque qui est en train de s'achever. Je trouve qu'il n'est pas percutant dans sa manière de faire et de défendre son candidat. D'ailleurs, on a assisté à un joli lapsus de sa part en disant que ça tangue beaucoup à gauche, à droite, et après il a dit à gauche et au centre. Enfin, il a essayé de se rattraper. Donc, je le trouve pas excellent, mais bon, peut-être que Hubert le trouve meilleur. Hubert Coudurier, il a dit que tout allait s'arrêter dans 15 jours au fond. Non, il n'a pas été jusqu'à là. C'était la prédiction. Il n'a pas été jusqu'à là. Ce qui est un peu... pendant l'élection présidentielle, lorsqu'elle démarre, les enquêtes s'arrêtent. C'est ce qu'il a dit. Oui, de toute façon, il va arriver un moment où le politique va prendre le pas sur le judiciaire. Il a quand même souligné qu'actuellement, c'était un procureur qui... le procureur Nadal. Voilà. Et il laisse entendre effectivement qu'il est proche de François Hollande. Il pourrait y avoir un complot de l'Élysée, alors que d'autres voix laissent entendre que ça viendrait plutôt des rangs sarkozystes. Ça vous rappelle une campagne, non? Chirac, Giscard. Où on sortait les dossiers. Parce que finalement, moi je doute qu'il y ait un plan B, mais je doute aussi que François Fillon soit obligé d'abandonner la partie. Je pense qu'il ira jusqu'au bout, mais qu'il risque d'être battu. S'il ne réussit pas à redresser la barre dans les circonstances actuelles, c'est engagé de façon difficile. Il reste, cela étant, 3 mois de campagne. Il va pouvoir peut-être essayer de faire prévaloir d'autres thèmes, notamment le fait qu'il a un programme, que ce programme peut être efficace pour les Français et qu'on ne va pas se focaliser indéfiniment sur cette affaire. Ton analyse est bonne s'il n'y a pas de nouvelles révélations comme on en a encore en ce moment. Comme tu le soulignais, Bernard Debré essaye de jouer l'horloge, le temps, en disant la montre, voilà, c'était l'expression que je cherchais, excusez-moi. Il essaye de jouer la montre en disant que de toute façon, au bout d'un moment, il y a le temps politique qui va reprendre le temps sur l'espace judiciaire. Mais n'oublions pas qu'il faut quand même tenir jusqu'au 17 mars, jour où on va déposer les 500 signatures. Ouais. Mais au-delà de ça, le problème de François Fillon, c'est à la fois les électeurs de la droite et du centre, puis les Français qu'il doit conquérir. Oui. C'est ça son problème politique. Son problème politique, c'est pas trop de convaincre ses sympathisants, parce que pour eux, la thèse du complot... Mais ils vont tenir derrière lui. Tout dépend de ce qu'on va encore apprendre dans les prochains jours, quoi. Et conquérir. Et conquérir. Et puis conquérir l'électorat de droite plus large, ça me paraît compliqué aujourd'hui, parce que il s'attaque. Enfin, il est quand même très ébranlé dans sa posture d'homme honnête, quoi. Et aujourd'hui, il apparaît plus comme l'homme qui veut faire une autre façon de faire de la politique, mais au contraire, c'est l'homme du passé et c'est l'homme aussi qui a fait comme les autres. Arrêtez de rêver, l'homme providentiel, etc. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de cohérence. Et dans toutes ces affaires, c'est toujours le rapport à la vérité qui fait chuter l'homme politique incriminé. On se souvient du Watergate. Ce sont les dénégations auxquelles effectivement succèdent des révélations. Et donc, il est temps qu'ils se mettent autour de la table avec Anne Méot, sa conseillère en communication, et ses principaux chefs de file, et tous ceux qui sont chargés de relayer sa parole dans les médias, pour avoir une ligne claire, une ligne cohérente, et pour pouvoir ensuite passer à autre chose, passer à son programme, défendre son programme. Je trouve qu'il n'a pas fait suffisamment de pédagogie pour expliquer que son programme aurait... Oui, mais déjà, il ne le faisait pas avant. Et le problème aussi, excuse-moi de te couper la parole, mais il y a aussi un problème, c'est qu'il fait un peu comme les grands-mères qui disaient faites ce que je dis et pas ce que je fais. Hein. Et il va y avoir des tweets qui vont revenir. Par exemple, le 17 novembre dernier, il tweetait « Beaucoup de Français ont l'impression de travailler pour ceux qui ne travaillent pas ». Quel élément Comment il langage justifie cet élément de langage aujourd'hui? On va pouvoir répondre à ses détracteurs. Ce sont des propos qui visent à disqualifier sa candidature. Or, aujourd'hui, il est assez logique que dans une élection présidentielle, toutes les forces politiques soient représentées. On est déjà dans un paysage tripolaire maintenant. Hein. Il y a les socialistes, ou ceux qui leur tient lieu de substitution, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Il y a le Front National et il y a la droite classique. La droite classique, la droite molle, qui, avec Fillon, a voulu montrer ses muscles, faire croire qu'elle était capable d'avoir une optique thatchérienne, alors que depuis 20 ans, elle n'a pas réussi à le faire. Elle n'a pas réussi à imiter Mme Thatcher, pas plus que Gerhard Schröder. Et là, on a finalement un présidentiable dont on mesure l'amateurisme, qui a toujours été numéro 2 et qui finalement ne sait pas faire, puisque la gestion de crise, il est dépassé par sa gestion de crise. Alors, il est dépassé par sa gestion de crise et je ne suis pas sûre que le message de dire on est en train de voler à la droite, comme nous l'a dit M. Bernard Debré sur ce plateau il y a
2 minutes en disant on est en train de voler à la droite cette victoire, ça me paraît plus du bricolage, quoi. On pense mais vous plus pointez tous les deux. à M. Hollande et à sa boîte à outils qui cherche désespérément... Non, mais là, Cadio incarne les voix de gauche en disant ça. Mais en réalité, la droite, elle peut être sensible à cette... Et vous incarnez les voix de droite, vous? Je veux bien les endosser en ce moment. La droite classique, elle veut être représentée par un candidat qui ne soit ni Emmanuel Macron ou Bernard ou Hamon, Marine Le Pen, Benoît Hamon, pardon, ou Marine Le Pen. Elle veut un candidat de la droite classique. Alors, parlons du possible plan B. Alors Alain Juppé, on l'a vu tout à l'heure dans le JT des Territoires ce matin, il était à Bordeaux, on l'a suivi, TV7 l'a suivi pour nous, a dit non, je n'irai pas. Et il a dit qu'il ne veut pas être le plan B. Il ne veut pas être là, le plan B. Voilà, Bernard Debré, lui, dit il n'y a pas de possibilité de plan B et de plan Juppé. Et François Baroin, qui aurait rencontré Nicolas Sarkozy, préparait quelque chose. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que Baroin, François Baroin qui prépare quelque chose. Ils sont tous, sans le dire ouvertement, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le problème, il y a une réflexion qui est lancée au sein des Républicains. La vraie interrogation, c'est que fait et que pense Nicolas Sarkozy. D'abord parce qu'on dit, contrairement à ce que affirme Bernard Debré, c'est que ça vient des sarkozystes, cette affaire. Et deuxièmement... Vous l'affirmez, vous le savez comment? Je n'affirme rien du tout, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend. Hein, dans Paris et en province peut-être. Et deuxièmement, la vraie question, c'est qu'est-ce que pense Sarkozy en ce moment? C'est-à-dire, est-ce qu'il dit qu'il faut laisser Fillon y aller? On l'entend pas, hein. Et se planter pour que je puisse revenir après un deuxième quinquennat socialiste ou après Marine Le Pen, parce que tout est possible aujourd'hui. Sarkozy a sûrement un avis sur ce qui se passe en ce moment. Enfin, on l'entend pas, hein. On l'entend pas. Silence assourdissant. Oui, mais enfin, il s'est pris une telle raclée lors des primaires que aussi il a un problème aussi d'être vraiment la nouvelle voix des Républicains. C'est pour ça qu'il faut laisser passer son tour. Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, Hubert Coudurier, qui est le glaive de François Fillon? De François Fillon, qui est le glaive de François Fillon. On avait parlé d'un futur ministre de la Défense, de la Détente. On fait lapsus sur lapsus dans cette émission, qui aurait pu être NKM. NKM est très intéressé par les affaires de défense. Vous avez bien compris que je parlais de votre livre sur Jean-Yves Le Drian, Le glaive du président. Merci de le citer. C'est un trait d'humour. Merci Hubert Coudurier du Télégramme. Merci Cyril. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. C'est un moment difficile que nous traversons. Il faut reprendre la main de la campagne. C'est la seule réponse face à cet assassinat politique. Je vous demande d'être solidaire, d'être totalement solidaire. Il faut tenir 15 jours. Est-il possible que François Fillon soit obligé de se retirer ? C'est une possibilité. Vous savez bien que tout le monde en parle dans son camp. Il est mort, dit de lui en privé Nicolas Sarkozy. Ça sent le sapin, ça c'est Éric Ciotti. On est dans la... merde, je le dis, on n'a pas de plan B, ça c'est Jean-Pierre Raffarin. Je dis que nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Cette affaire, on sait mieux. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche. Ça vient de la gauche, c'est ce qu'a dit François Fillon ce matin. C'est grave comme accusation, non? Votre avis, ça vient d'où? Attendez, moi je crois que... Vous voyez la main de François Hollande derrière tout ça? Écoutez, à un moment ou à un autre, il faudra bien comprendre comment tout cela s'est passé. Ça allait très vite. Vous m'accorderez que depuis que le parquet financier a été créé donc en 2013, moins de 20 heures après la révélation par le Canard enchaîné, une enquête était ouverte. J'ai vu d'ailleurs une interview d'un député aussi des Républicains ce matin, qui va consister à essayer de faire reporter une responsabilité là où elle n'est pas. Chacun doit assumer ses responsabilités. Dans ce contexte, moi je ne veux pas céder à l'hallali, aux théories du complot ou au refus de répondre. Mais ça vient de qui alors? Je sais pas. Est-ce que vous n'avez pas de preuves? C'est grave de dire ça, non? Non. On ne va pas jouer, nous les parlementaires, l'orchestre du Titanic en ce moment. On ne peut pas se laisser emporter par un bateau qui est déjà sous la ligne de flottaison. Luc Ferry se risque même à proposer un plan B. Soyons clairs, qu'on le veuille ou non, Juppé est désormais le seul en France à être certain de battre Le Pen. Tout autre est risqué. Est-ce qu'un plan B est possible? Non, on ne fait pas tout l'alphabet, nous, hein, donc... Tu es bien d'accord, Gérald? Il n'y a pas de plan A, plan B, il y a un plan F, c'est le plan François Fillon. J'appelle, moi, réellement à n'exclure aucune hypothèse. Et donc, j'appelle aujourd'hui, alors qu'il n'est pas au courant, Alain Juppé à se poser la question du recours. Est-ce que des plans B se préparent?
Arrêtez de m'emmerder, s'il vous plaît. Ça va, on va au cinéma, là. C'est tendu, là. Mais non, c'est pas tendu, mais vous êtes chiante, quoi, c'est tout. François Baroin s'attire les faveurs des fillonistes. Un nom de domaine a même été déposé, baroin2017.fr. Tout comme pour le sarkozyste, Laurent Wauquiez. Pas question, et mon soutien à François Fillon est plein et entier total. Merci. Quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. On les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique et on les affronte. Il n'y a pas de plan B. On gagnera, on perdra avec lui, il n'y a pas de plan B. C'était Territoire d'info sur Public Sénat, Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous. Bonne journée.